Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Et cric, et crac, l'histoire sort du sac. Ça s'est passé il y a très très longtemps de ça, dans les hautes plaines d'Amérique. Le grand esprit avait rassemblé tous les animaux et il avait donné à chacun quelque chose pour se défendre, des griffes, des plumes, un bec solide, des dents, un pelage chaud pour l'hiver, et tous les animaux étaient passés les uns après les autres. Il ne restait que Coyote, qui était resté de côté, assis dans son coin, qui attendait. Et à la toute fin, le grand esprit a appelé Coyote devant tous les animaux et lui a donné ses secrets pour guérir les plaies, les blessures, les maladies de tous les animaux. Alors depuis ce jour, chaque fois qu'un animal était malade, il allait chez Coyote, Coyote sortait de chez lui, il posait sa patte sur l'animal malade et il le guérissait. Il était très fier de ça, tellement fier qu'il se vantait tout le temps, devant tout le monde. Je peux vous guérir, oui, mais si je veux, je peux courir des années même sans me fatiguer. Je pourrais même aller jusqu'en haut des montagnes. Je pourrais toucher les étoiles. Je pourrais même danser avec les étoiles. Seulement à ce moment-là, l'ours, qui écoutait en grognant dans son coin, il s'est levé d'un coup et il est allé voir Coyote. Ah oui? Alors vas-y, montre-nous. Ah, Coyote a vu tous les animaux autour de lui qui le regardaient. D'accord, d'accord. J'irai ce soir, vous verrez bien. Coyote, le soir venu, a trotté jusqu'à la montagne avec derrière lui l'ours et tous les animaux qui le suivaient. Coyote s'est assis tout en haut de la montagne et, il a attendu. La nuit est tombée, les premières étoiles sont apparues. Et Coyote en a vu une brillante qui passait dans le ciel. Il s'est levé. Hep, l'étoile! Viens par ici. L'étoile a foncé vers lui et elle s'est arrêtée juste au-dessus de lui. Elle l'a regardé des pieds à la tête. Qu'est-ce que tu veux, Coyote? Tu veux danser avec moi? D'accord. Et l'étoile, elle s'est jetée sur Coyote, elle l'a chargée sur son dos et elle a filé dans le ciel. Coyote a pris les mains de l'étoile et ils ont tourné, tourné, dansé, dansé. Coyote s'accrochait comme il pouvait, mais l'étoile tournait, tournait si vite que Coyote a crié, j'ai assez dansé. Est-ce que tu pourrais me ramener? D'accord. L'étoile l'a ramenée au-dessus de la montagne et elle l'a lâché un peu trop haut. Et Coyote est tombé, a traversé les nuages. Il est tombé tout en bas de la montagne et splat! Il s'est aplati, comme une crêpe, tout en bas de la montagne. Tous les animaux ont couru vers lui. Oh, Coyote, c'était magnifique! Oh, quelle danse, quelle danse! Tu as besoin d'aide pour te lever? Non, 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 ça va aller. Ça va aller. Coyote est reparti chez lui en boitant bas et ça l'a calmé quelque temps. Mais pas très longtemps. Parce que quand il regardait la nuit, les étoiles, il se disait « Et si je retournais ?» Alors un soir, il n'a rien dit à personne, il a grimpé tout en haut de la montagne. Et il a attendu. Et il a vu passer l'étoile de la dernière fois. « Hé, l'étoile, viens par ici !» Et l'étoile est venue se poser juste devant lui. « Tiens, Coyote, qu'est-ce que tu veux ? On danse ? D'accord. » Et l'étoile s'est jetée sur Coyote, l'a chargée sur son dos et elle a filé dans le ciel. Sauf que cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait des dizaines d'autres étoiles. Et elle tournait, elle riait. Et au milieu, Coyote sautait de l'une à l'autre. Les étoiles se l'envoyaient. Comme tu danses bien, Coyote. Et Coyote me dit merci. Et il passait d'une étoile à l'autre jusqu'à ce que la première étoile le rattrape. Et qu'ils partent tous les deux à travers le ciel, si vite que Coyote a senti une patte se détacher de lui. Une deuxième, ses oreilles, sa tête et... Il s'est retrouvé en morceaux sur le sol, tout en bas de la montagne. Sa truffe a cherché son museau. La truffe et le museau ont cherché les yeux.
Et morceau par morceau, il a fini par se rassembler. Oh, bon. Il s'est redressé. Zut, manque une patte. Cherchez la patte. Pas là, perdu la patte. Coyote a pris sa queue pour remplacer sa patte. Et en boitant, il est allé voir le grand esprit. Grand esprit, tu pourrais me redonner ma patte? Parce que là, avec ma queue, c'est difficile. Tu sais, Coyote, je t'ai donné le pouvoir de guérir les autres, de te guérir toi. Mais ta patte, elle ne repoussera pas. Il faut que tu retournes la chercher sur l'étoile, quand elle voudra bien repasser. Alors, Coyote tout penaud est retourné tout en haut de la montagne. Et chaque nuit, il guette et il appelle l'étoile pour qu'elle lui rende sa patte au prochain passage. Et cric, et crac, l'histoire retourne dans le sac. Ce soir, nous allons donc passer un petit moment avec Sophie et l'univers des contes folkloriques, un univers riche, varié, qui nous vient d'un peu partout sur la planète et elle vous en parlera encore mieux que moi. Sophie, je l'ai rencontrée, ma foi, sur Internet et elle est devenue une adepte des salons de la Marquise. On a eu donc l'incroyable chance de la voir très souvent comme conteuse. C'est important d'accueillir les conteurs et les conteuses encore aujourd'hui dans nos maisons pour les veillées, pour les moments de réunion, parce que les contes ont besoin d'être contés pour continuer à vivre et que les contes font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. On ne connaît rien qui ne soit plus ancien que les contes et qui réussit à perdurer aussi longtemps à travers les frontières, à travers les âges et à travers le temps. Alors, Sophie, elle compte très bien. Mais Sophie aussi, elle raconte d'où viennent les contes et elle raconte qui allait collecter les contes. Et ça aussi, c'est très important. Elle va nous raconter tout ça. Et maintenant, on l'écoute. Bien, bonjour. Moi, donc, j'ai commencé par le théâtre assez tôt, au collège. Et ensuite, j'ai enchaîné au lycée, puis à la fac avec une formation théâtrale. Et je suis arrivée au conte de façon un peu par hasard, parce qu'une de mes connaissances faisait un stage de conte, assistait à un stage de conte. Il m'a dit, pourquoi tu viendrais pas? Ça pourrait être une bonne idée. Et je suis arrivée dans ce stage, j'étais un petit peu étonnée, parce que moi je venais du théâtre un peu burlesque, où on bougeait beaucoup, on faisait beaucoup d'échauffement. Et là, je me suis trouvée face à des gens qui étaient globalement assis, qui bougeaient pas beaucoup. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette discipline bizarre? Et, et ben, j'ai commencé à rentrer un peu dans cette pratique, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus intérieure. Et ça m'a donné accès à tout le répertoire du conte. Toute cette masse d'histoires qui existe dans le monde, toutes les traditions orales. Et je me suis dit, mais c'est tellement gigantesque, c'est tellement génial, j'ai plus envie de partir de cet endroit-là. Et donc ça, c'était en 2007-2008. Et bah depuis, je suis toujours pas partie de cet endroit-là, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à explorer, à découvrir, de voir tous les liens entre les histoires qui se répondent d'un pays à l'autre, d'une tradition à l'autre. Et oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à explorer. Moi, je vais rester là encore quelques années, hein, même s'il y a d'autres vies après. Moi, je veux bien rester là encore quelques temps. Et en parallèle de ce travail autour du conte, de la tradition orale sur scène à raconter, au moment du premier confinement, 2020, j'ai commencé à explorer un peu tout ce qui est autour, tout ce qui est des collecteurs, parce que c'est une question qui revenait souvent quand je sortais de scène. Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette histoire-là? Et pour avoir un peu de quoi répondre à cette question, mais je me suis dit que j'avais envie de présenter un peu les collecteurs, des gens en dehors des traditionnels Perrault et les frères Grimm, que à peu près tout le monde connaît. Et à force de creuser un petit peu ce sujet, j'ai découvert des collectrices
qui n'étaient pas très connues, qui avaient des parcours absolument passionnants. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre en avant ces collectrices. Et ben, c'est ce que je fais là depuis quelque temps, de mettre en avant ces parcours féminins, pas mal invisibilisés, et de mettre en avant plusieurs époques, plusieurs façons de faire. Qu'est-ce qui se cache aussi derrière cette démarche de collecter, mettre en avant des contes? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? C'est pas neutre de raconter des histoires et de les collecter. Toujours une idée politique, sociale, une défense d'une langue qui est en train de s'éteindre ou d'une culture rurale qui est en train de s'éteindre aussi. Donc c'est ça que j'avais envie de mettre en avant et pas juste oui, c'est un livre de contes, c'est joli et ça s'arrête là. Et au niveau de ton actualité, en ce moment, tu es sur des projets particuliers, entre autres par rapport à ces recherches particulières ou simplement sur des projets pour la rentrée? Alors là, pour la rentrée, j'essaie de... En fait, dans ces recherches-là, j'ai découvert une collectrice, Laura Gonzenbach, qui est une Sicilienne d'origine... Enfin, elle est née en Sicile, mais elle est suisse, de nationalité suisse, elle était suisse. Et c'est vraiment un personnage que j'ai découvert et qui a eu une vie très courte, une carrière de collectrice très rapide, et qui a écrit un recueil de contes vraiment très atypique par rapport à l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne censurait pas du tout toute la violence qu'on a pu lui transmettre dans les contes. Elle a collecté essentiellement des paroles de femmes en Sicile, de paysannes, et comme c'était un espace de collecte entre femmes, il n'y avait pas d'autocensure, de chercher à faire une jolie histoire qui ne va pas choquer. Il y avait beaucoup d'allusions à la violence que ces femmes pouvaient subir ou que les personnages pouvaient subir. Et voilà, ça donne une collecte vraiment très moderne, avec tous les guillemets qui vont bien, par rapport à d'autres un peu plus policées, comme celle des frères Grimm, même s'ils ont déjà été un peu plus directs dans leur façon d'aborder certains thèmes. Mais voilà, c'est vraiment une collectrice qui mérite d'être connue, explorée, et tout son univers, enfin tout l'univers qu'elle a mis au jour, est vraiment passionnant, avec des histoires incroyables de femmes qui voyagent, qui se travestissent en hommes pour voyager comme elles le veulent, qui prennent plusieurs identités, qui ont 3, 4 aventures dans la même histoire. C'est vraiment... on sort aussi du cliché du conte avec des personnages féminins très passifs, très la princesse dans sa tour qui attend que le prince vienne la délivrer. On n'est pas du tout dans cet univers-là. Et je trouve que c'est pas la seule à avoir ce genre d'histoire, à mettre en avant ces histoires, mais je trouve que c'est un personnage vraiment passionnant à découvrir. Donc là, j'ai écrit un article qui va paraître dans une revue spécialisée pour le conte, et j'ai envie de creuser ce répertoire-là. Donc éventuellement de travailler sur une création autour de ce répertoire sicilien. Je sais aussi que tu as mis en place mis en avant plein d'autres collecteurs et collectrices. Je crois qu'il y en avait une qui s'était spécialisée un petit peu autour de l'Alaska, il me semble. Ou je dis une bêtise, en tout cas, ou peut-être autour du Canada. Voilà, plutôt Canada. Je pense que du coup, on va en profiter pour en écouter un petit peu. Quand je sors de scène ou que je partage un conte sur Internet, on me demande souvent si c'est moi qui l'ai écrit. Alors non, je n'écris jamais mes histoires. Je raconte toujours des histoires issues de la tradition orale que j'ai découverte, comme je pense la plupart des gens qui racontent, dans un recueil de contes. Oui, mais ces recueils, qui les a écrits? Dans quel contexte? Et pourquoi faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce troisième portrait, je voulais partir à la rencontre d'une figure féminine et contemporaine de la collecte de contes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à explorer la vie et les travaux de l'ethnologue canadienne Carmen Roy. Carmen Roy est originaire de Bonaventure, en Gaspésie, où elle naît le jour de Noël 1919. Alors pour les deux du fond qui, comme moi, sont un petit peu limites en géographie canadienne, la Gaspésie, c'est une péninsule canadienne longée au nord par le golfe du fleuve Saint-Laurent et au sud par la baie des Chaleurs. C'est une région qui a connu de très nombreux mouvements migratoires depuis l'arrivée de Jacques Cartier, entre la population autochtone des Micmacs, les Français, les Anglais, les Belges. Carmen Roy s'intéresse très vite à la littérature. Elle publie des poèmes,
dans un journal local sous le pseudonyme de Mousse des Bois. Après son baccalauréat, elle intègre l'université de Laval, où elle rencontre en 1947 celui qui deviendra son mentor, Marius Barbeau, rien de moins que le fondateur de l'anthropologie au Canada et au Québec. Carmen Roy se passionne pour cette discipline, le folklore, et elle décide d'effectuer une vaste collecte de contes, de chansons, de remèdes traditionnels et de superstitions dans sa région d'origine. Elle va à la rencontre de la population locale, elle interroge les anciens, elle prend des notes, beaucoup de notes, elle met en avant l'héritage aussi de la culture autochtone Micmac, en contact des différentes vagues de migration, qui constituent un mélange très particulier à cette région. Elle obtient 2 bourses d'études pour aller terminer son doctorat en France, à la Sorbonne. Et elle publie ses contes populaires gaspésiens en 1952, juste avant de soutenir sa thèse sur la littérature orale en Gaspésie l'année suivante. Elle devient au passage une des premières, si ce n'est la première gaspésienne, à obtenir un doctorat. Elle poursuit son travail au Musée national du Canada, où elle développe la section folklore. Elle devient chef de section, puis directrice. Ses archives personnelles sont encore conservées là-bas et constituent un fonds très complet et prestigieux. En 1977, elle devient la première déléguée scientifique au Musée national de l'Homme, Musées nationaux du Canada. À sa retraite, en 1984, elle continue ses recherches au Musée national, jusqu'en 1992. Elle meurt en 2006 à l'âge de 86 ans. Mademoiselle Roy, comme l'appelaient ses collègues du musée, a vraiment marqué sa discipline, même si son travail a beaucoup été éclipsé par la figure de son mentor Marius Barbeau et d'un autre géant de l'ethnologie, Luc Lacourcière. Elle a pourtant introduit une approche très différente et peu conventionnelle de sa discipline. Carmen Roy a abordé le folklore avec une vision très dynamique, pas du tout figée de la culture populaire. Pour elle, collecter, conserver et diffuser la tradition orale comme on l'envisageait dans le milieu de l'ethnologie classique, c'est la base, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Pour la citer, les faits folkloriques sont désormais abordés non plus uniquement sous l'angle de leur histoire, de leur passé, mais sous celui du milieu social, afin d'y observer le rôle qu'ils y jouent et de dégager la fonction qu'ils y remplissent. Le folklore, c'est pour elle une discipline à part entière. Une façon de comprendre aussi les mutations de la société canadienne à travers les différentes cultures qui la composent, y compris celles qui sont arrivées plus récemment sur le territoire. Elle est aujourd'hui considérée comme une pionnière dans sa discipline et une des rares femmes aussi de son époque à avoir atteint de telles responsabilités dans un milieu universitaire très masculin. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu lire de contes issus de sa collecte pour préparer ce portrait. Alors la prochaine fois que je pourrai consulter le conte populaire français de Delarue et Ténez, je serai beaucoup plus attentive aux contes qu'elle a partagés. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire de cette grande dame de la tradition orale francophone, mais je vais m'arrêter là pour cette fois. Comme d'habitude, je mettrai en description les liens vers les articles qui m'ont servi de source pour ce portrait forcément très succinct, et quelques entretiens radiophoniques aussi qui ont été faits à son sujet. N'hésitez pas à aller les consulter. À très bientôt. Voilà, ça nous permet d'avoir une illustration de ton travail autour des collecteurs et des collectrices particulièrement, parce qu'effectivement, ça fait du bien de rendre à nouveau visible toutes ces femmes qui ont fait énormément pour la culture, que ce soit dans l'univers du conte ou ailleurs, s'entend. Et d'ailleurs, du coup, on va rattraper ma petite bourde. Il y avait effectivement une histoire avec l'Alaska, mais cette fois-ci, c'était pas en tant que collectrice de contes, mais en tant qu'illustratrice. Tu peux me redire le nom de cette personne incroyable ? Alors, cette personne s'appelle Kenujuak Achevak. Et c'est une illustratrice du Nunavut, donc du nord du Canada, et qui a fait notamment pas mal d'illustrations autour des chouettes. Elle a fait beaucoup de graphismes autour des chouettes, et elle a été mise à l'honneur d'ailleurs par Google, là, je ne sais plus, il faut que je retrouve la date, mais elle a été mise à l'honneur parce que son graphisme était vraiment très, très remarquable et mettait en avant la culture autochtone. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément accès à ce genre d'illustration. Alors j'ai un peu triché, c'était pas exactement lié au conte,
mais c'était quand même lié à la tradition orale d'une population autochtone du Canada. Tout à fait. Et en parlant d'illustration et d'illustratrice de contes, tu as fait toute une série sur un Inktober de je ne sais plus quelle année, mais que l'on peut aussi suivre. C'est-à-dire que là, au lieu de parler des collecteurs et collectrices, tu parles des illustrateurs et illustratrices de contes, illustratrices plutôt d'ailleurs, plus précisément. Non, il y avait de Non, c'était de tout. tout. Et ça, moi, ça m'a permis, je me rappelle, de découvrir des illustrations incroyables. En plus, tu avais mis un petit jeu, donc là, pour le coup, ça valait la peine de regarder les vidéos attentivement, parce qu'on avait la réponse que sur la vidéo suivante de la petite énigme par illustration. Mais je sais que ça m'a beaucoup sensibilisée aux différentes façons d'illustrer les contes. C'est vrai que je pense que quand on écoute ou quand on lit un conte, on a notre propre univers pictural à l'intérieur de notre tête, pour ceux qui sont capables de se représenter des images dans la tête. Mais voir la façon dont ça a été interprété selon les traditions et selon les mœurs et selon les époques et les cultures, bien évidemment, c'est souvent très riche, très enrichissant. Et je me rappelle avoir été très marquée par le travail de cette dame parce qu'il y a un graphisme épuré d'une puissance absolument phénoménale. Tu t'amuses aussi à faire des podcasts autour des mots-clés, des symboles clés des contes. Et ça, c'est souvent très riche parce que, comme dans la classification, aide-moi, La classification Arne-Thompson-Hutter, voilà, qui est quand même un ATU, pour les voilà, intimes. ATU pour les intimes, qui a un énorme pavé où tous les contes sont répertoriés par symbolique et par péripéties, on va dire. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a des liens comme ça et des variations d'un conte à l'autre et que tout a été noté. C'est un travail colossal. Et pour nous épargner de lire tout le pavé, tu nous as pris, on va dire, les symboles qu'on reconnaît un petit peu le plus par chez nous, pour en parler et dire à quel point ils ont été utilisés et mis en valeur d'un conte à l'autre. Donc on va pouvoir écouter ça, mais avant, je vais te poser la première question, Sophie. Est-ce que tu as un mot ou des mots qui te sont particulièrement chers, peut-être par leur force symbolique justement? Alors oui, pour revenir sur l'histoire de l'Inktober compté, c'est un exercice que je fais assez régulièrement tout au mois d'octobre, pour reprendre un peu le principe de l'Inktober des illustrateurs sur les réseaux sociaux. Et donc dans l'Inktober compté que j'avais fait en 2022, j'avais pris donc un mot à chaque jour, expliqué en 2-3 minutes pour voir un peu le lien avec le conte. Et parmi ces mots-là, celui que j'avais bien aimé, c'était le mot cabane. On a beaucoup de cabanes, de petites maisons en bois dans les contes, la forêt, tout ça, c'est très présent. Et c'est aussi pour moi l'endroit où j'ai le plus découvert et exploré les contes quand j'étais petite. Puisque, en bonne fille unique qui se réfugie dans la lecture dans les longues journées où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, ben, j'étais dans ma cabane au milieu des bottes de paille avec mon livre de contes et j'ai passé des heures à regarder ce grand livre de contes, un conte pour chaque soir, des éditions Grunt, historique chose. Et donc voilà, c'est vraiment un des endroits, un des premiers lieux de contact avec le conte, avec cet imaginaire-là, la cabane qu'on peut fabriquer, le refuge au milieu de la forêt où on est un peu en danger, mais la cabane nous rassure un peu, voilà. Donc ce mot de cabane et toutes les cabanes qu'on peut trouver dans les contes, ça m'a pas mal parlé. Sans parler évidemment de Lisba, de Baba Yaga sur sa patte de poule. Enfin bon, on va pas s'éterniser là-dessus. 30 octobre, cabane. C'est l'endroit où beaucoup de personnages vivent, notamment les plus pauvres qui ont souvent une simple cabane de bois pour s'abriter. C'est aussi l'endroit où les enfants peuvent se réfugier pour jouer et lire des histoires, des contes ou pas d'ailleurs. Mais restons dans l'univers des contes eux-mêmes. Pas mal de bûcherons dans les contes, les parents du Petit Poucet, ceux de Souchinet, le petit ogre affamé, vivent dans les bois ou pas très loin dans des maisons de bois. Ça semble logique. Dans le conte Les 12 frères, les 12 fils du roi s'enfuient à l'annonce de la naissance de leur sœur, une nouvelle qui doit leur coûter la vie. Ils trouvent refuge dans une cabane abandonnée.
C'est là qu'ils vivront 10 ans, avant que leur sœur, qui n'y est pour rien, finisse par les retrouver. Dans l'histoire du pêcheur à qui un poisson enchanté offre des richesses, on part de la pauvre cabane en bord de mer, pour accumuler des richesses toujours plus grandes, jusqu'à demander à égaler Dieu lui-même, ce que le poisson finit par refuser. Il renvoie donc le pêcheur et sa femme, trop avides, à leur cabane de départ. Une des plus célèbres cabanes est tout de même celle de Baba Yaga, la sorcière russe. Une cabane perchée sur des pattes de poule géantes. Bon, techniquement, c'est une isba, un habitat traditionnel des paysans russes. Certes, elle est en bois, mais on est quand même plus proche du chalet que de la simple cabane. Mais comme elle est dans une clairière, je me permets de l'intégrer à cette pastille. L'isba de Baba Yaga n'est pas toujours décrite perchée d'ailleurs, même si c'est la forme la plus courante. Dans certaines histoires, c'est une isba ordinaire au sol, et Baba Yaga vit sous terre. Elle ne remonte que pour piéger les personnages du conte. Pour faire écho à la pastille d'hier d'ailleurs, il faut connaître une bonne formule pour que l'isba, tournée vers la forêt, se retourne vers le héros ou l'héroïne. L'isba devient alors un passage vers un autre monde, celui de la forêt, des esprits, des morts. Et vous, quelle est votre cabane préférée? Cabane dans une histoire ou cabane que vous avez construite durant votre enfance? Vous pouvez me le dire en commentaire ou me laisser un petit dessin. À demain. Et bien du coup, moi j'en profite pour dire que mes 2 types de cabanes préférées, c'était celles que je faisais dans les bois quand j'étais petite, et puis celles que je faisais avec des couvertures dans la maison, sous les tables. Et bien, on va utiliser la maison de Baba Yaga, l'isba de Baba Yaga, pour savoir si tu as envie de manger avec uniquement les vivants ou aussi des personnes qui seraient parties de l'autre côté. Avec qui aimerais-tu faire ton repas de rêve? Alors, j'y ai un petit peu réfléchi. Effectivement, une personne avec laquelle j'aimerais bien manger, c'est mon arrière-grand-mère, que j'ai un peu connue quand j'étais petite, mais elle est décédée quand j'étais ado. Et j'aurais beaucoup aimé manger avec elle et qu'elle me raconte son parcours, puisqu'elle est arrivée d'Italie dans les années 20. Et j'aurais bien aimé qu'elle me raconte un peu comment elle avait vécu cette période de déracinement, de fuite, de peur aussi, j'imagine, et d'installation dans un pays dont elle ne parlait pas du tout la langue. Voilà, j'aurais bien aimé discuter avec elle de comment elle a vécu cette période-là. Et puis il paraît qu'elle faisait très bien la cuisine, donc ça aurait été l'occasion aussi de récupérer une ou deux recettes de l'Italie du Nord à l'occasion. Et de se régaler. Et de se régaler, bah oui, quand même, Quand même. de base. Eh bien, après ce très bon repas, dis-moi, Sophie, qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Alors, c'est un peu une colle quand même. Qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Alors, un des trucs que j'ai bien aimé ne pas faire avec mes enfants, c'était dans un ancien logement. On était tout près de la forêt et on a eu la grande chance de voir passer dans notre jardin slash forêt qui était vraiment très proche, une ou deux fois des biches et des cerfs. Donc j'ai beaucoup aimé me mettre au ras du sol avec eux et ne surtout pas bouger pour laisser l'animal se promener tranquillement, nous jeter un coup d'œil relativement désintéressé et poursuivre sa petite vie à quelques dizaines de mètres de nous. Ça fait partie des souvenirs plutôt chouettes de la vie en forêt et en milieu rural. Ah oui, c'est quand même une rencontre particulièrement magique. Oui, Voilà. c'est les moments où il n'y a absolument rien d'autre à faire que ne rien faire. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces confidences et pour toutes ces belles pistes à suivre. On va évidemment t'attendre de pied ferme dans les salons de la Marquise pour que tu nous refasses une après-midi ou une soirée conte, peut-être aux alentours d'Halloween, ça peut être bien. Je t'ai déjà vu faire sursauter toute une salle d'adultes.
J'ai très hâte de revoir ça une deuxième fois. En tout cas, merci beaucoup et nous allons tout doucement glisser vers la lettre d'amour. Et ce soir, notre lettre d'amour était écrite par Plume Rose. Je vous la lis. Je reprends la plume après un long silence. Le besoin de t'écrire devient urgent, vital, brûlant. Cette absence est insupportable. Le vide qui s'est installé m'empêche d'avancer, de penser. Mon esprit est resté dans cette maison où nous avons passé les plus beaux jours de notre existence. Cette maison aux volets bleus, avec du lierre autour des fenêtres. Nous avions comme seul voisin le calme de la campagne environnante. Nous vivions au rythme de nos câlins, films jusqu'à pas d'heure et nos petits-déj à midi. J'aime repenser à nos parties de cartes sous les arbres, de nos regards et échanges silencieux. J'entends ton rire résonner dans mes oreilles, ce tintement joyeux, comme un carillon de boutique à souvenirs. Cette insouciance est lointaine, mais le souvenir est bien présent, tant de choses se sont passées depuis cet été-là. Me remémorer tout ça me rappelle combien le temps est précieux, que chaque minute compte, qu'il est nécessaire de vivre le jour, tous les jours, comme ils viennent. La nostalgie m'envahit, douce amère. J'ai de nouveau envie de te sentir tout contre moi, bien vivant, bien présent au creux de mes seins, ce petit souffle me faisant frissonner la peau malgré le soleil. Mon cœur se serre, je me fais violence pour ne pas trop m'enfoncer. Je me connais, je ne tiendrai pas. Les larmes vont flouter mon regard, ton absence un instant oublié va me gifler la mémoire et me ramener douloureusement dans mon appartement, ma réalité sans toi. Sans toi, deux mots qui me poignardent, me brûlent, me consument, tout comme ce mal-être qui t'a emporté trop tôt, le seul été où nous n'étions pas ensemble. Voilà, c'était une lettre, ma foi, un peu douloureuse et triste, mais je pense qu'elle est d'autant plus précieuse. Et nous allons pouvoir finir notre petit moment nocturne ensemble avec une intervention de notre espèce de poète pour ta minute papillon. Une minute qui, vous le constaterez, devient, ma foi, de plus en plus longue, mais pour cette saison estivale, savourez-la parce que c'est la dernière avec votre espèce de poète et nous verrons bien la semaine prochaine ce qui vous arrivera et ce qui m'arrivera aussi du coup. Bonsoir, en cette canicule qui ne fait que durer. C'est la deuxième grosse vague de canicule en peu de temps. Et certes, si nos végétaux fleurissent, fructifient, tubérisent, ils sont quand même assez mal en point par cette chaleur très inhabituelle pour notre latitude. N'en déplaise aux climato-sceptiques, il n'a jamais fait aussi chaud depuis une quarantaine d'années, autant de jours, et ce par an. Ce soir, je voudrais encore vous parler d'un végétal qui fut complètement rayé de la carte après son obtention. Et donc, ce soir, je vais vous parler d'un arbre fort étrange qui fut le résultat du croisement incroyable entre un pommier et un cactus du Mexique. Alors tout d'abord, le cactus du Mexique, c'est le Lophophora williamsi, autrement dit la plante qui fait les yeux émerveillés, utilisée par les populations locales depuis des milliers d'années pour favoriser des rêves divinatoires. Le pommier, ou Malus communis en latin, le mâle qui a atteint Ève en voulant cueillir la pomme du jardin d'Éden, ça on le connaît beaucoup plus. Depuis également quelques milliers d'années, nous mangeons ces fruits, probablement améliorés il y a environ 1500 ans, et on a sélectionné les plus gros, les plus juteux et les plus sucrés, jusqu'à arriver aux pommes d'aujourd'hui. Mais revenons à notre curieuse hybridation. Elle fut nommée, dans les documents qui subsistent encore au gouvernement, documents classés secrets, documents
détenu dans un coffre au fort de Vincennes. Il fut nommé Lophophomalus. Lophophomalus, donc du Lophophora et du malus, du cactus et du pommier. Bien sûr, une telle hybridation est a priori, surtout à l'époque où l'on ne connaissait pas les OGM, impossible. Cependant, cette hybridation s'est faite en même temps que la découverte du radium par Marie Curie en 1898. Et un de ses collaborateurs les plus fidèles, le professeur Duchamp, avait également comme passion les cactus. Donc nous sommes en 1898 dans le 5e arrondissement, là où était le laboratoire de Pierre et Marie Curie. Nous sommes au mois de mai et curieusement, ce jour-là, fleurit un petit cactus sur le rebord de la fenêtre du laboratoire de Marie Curie, tandis qu'elle découvre le radium. Fruit du hasard incroyable, passa là une abeille. Une abeille qui alla butiner ce petit cactus. Elle se dit, tiens, c'est curieux ce pollen, je n'en ai point l'habitude, mais bon, ce n'est pas désagréable et je me sens fort bien. Si bien que probablement ce pollen lui donna des ailes pour aller jusqu'à 200 mètres de là où était Monsieur Duchemin. Car à l'époque, le 5e arrondissement de Paris n'était pas aussi construit et urbanisé qu'aujourd'hui, et il y avait encore un petit pépiniériste, Monsieur Duchemin, qui cultivait bon an mal an plus de 500 jeunes plants de fruitiers. Mais ce monsieur Duchemin était curieux un peu de tout et souvent croisait ces différentes variétés de pommes à l'aide d'un pinceau lorsque c'était la floraison. Mais ce jour-là, il n'eut pas donc besoin de le faire puisque une abeille malicieuse et sans doute un peu saoule du pollen du Lophophora williamsi, elle le déposa sur le pommier, un pommier qui était en train de fleurir. En l'occurrence, ce pommier s'appelait une comtesse du Barry. Alors bien sûr, le pollen n'aurait jamais dû germer sur le pommier. Cependant, les doses de radium qu'avait produit Marie Curie étaient telles qu'il permit la fructification du pollen en question sur la fleur de pommier. C'était assez incroyable. Bien sûr, cela passa tout à fait inaperçu. Lorsqu'en mois d'octobre, Monsieur Duchemin récolta la pomme en question, fécondée par l'abeille en question, et par le cactus en question, il sema les pépins, comme il le faisait souvent, se disant que, pourquoi pas, il aurait peut-être un jour, grâce à lui, une nouvelle pomme et qu'elle porterait son nom. Il y a toujours un aspect un peu orgueilleux chez les créateurs d'hybrides. Il la sema et quelques années après, n'y pensant plus, il commença à être stupéfait par l'apparition d'un fruit étrange. Un fruit vert, muni de quelques épines, gorgé de sève, et à l'aspect qui ressemblait à la fois à une pomme et comme un petit potiron, mais vert. Il en fut très surpris. Il se dit, ça y est, je tiens la perle rare. La pomme du chemin est en route, à moi la revue horticole, à moi la gloire, à moi les expositions pomologiques. Il récolta donc cette pomme, le premier fruit que faisait ce pommier, et la déposa au fruitier. Quelque temps après, il constata apparemment que le fruit était mûr. Il se dit, déjà ? Nous sommes le 15 octobre et ce fruit est déjà mûr. C'est parfait tout cela. Je vais faire une photographie, bien sûr en noir et blanc à l'époque, et je m'en vais le goûter. Il le goûta donc, le coupa, le goûta.
La chair aussi était verte, c'était fort étrange, mais pas spécialement désagréable. Quoiqu'à l'époque, le consommateur préférait des fruits à la chair blanche. Mais bon, se dit-il, cela fera sensation au prochain salon pomologique. Il trouva cette pomme curieusement excellente. Le fruit était un mélange de banane et de poire, avec une légère odeur de fraise. Seuls quelques pépins étaient à l'intérieur. Le fruit était croquant et fort rafraîchissant. Il se dit, ça y est, enfin, je tiens la perle rare, et commença aussitôt d'aller dans son bureau, élaborer un article sur ce fruit qu'il allait nommer bien sûr la pomme du chemin. Cependant, au bout de quelques minutes, il se sentit bizarre. Oh, ce n'est pas qu'il était fatigué, il était, comment dire, muni d'une étrange vigueur. Une très étrange vigueur qui rappellera l'effet de certains médicaments que l'on vend aujourd'hui sous forme de petites gélules bleues ou de petits comprimés bleus qui ont leur effet, en particulier chez les hommes, quand ils sont en panne. Diable! Malheureusement, Monsieur Duchemin était célibataire. Il dut supporter ce qui arriva. Puis ensuite, il eut droit à un début d'hallucination, puis encore un autre, et des visions de toutes les couleurs. Cela dura jusqu'à 3 heures du matin. Il s'endormit épuisé, ses paumes de main ensanglantées. Il se réveilla difficilement le lendemain, une terrible nausée, ainsi qu'un terrible mal de crâne succéda à ces curieuses libations de la veille. Oh là là, se dit-il, mais quel est donc ce fruit? Il est donc endiablé. Il fit venir aussitôt son ami. Le docteur Puchardin, qui, examinant le fruit, et voyant l'état de la paume de ses mains, comprenant le pourquoi du comment, lui dit: malheureux, il faut le détruire, et vite, cet arbre du malheur. Imaginez cela. Cela rendrait la population complètement folle. C'est pire qu'une drogue, c'est pire que le vin, mais c'est pire encore que l'alcool le plus fort. C'est pire encore que l'alcool qui rend aveugle certains paysans. Vous vous rendez compte? Si cela venait aux oreilles du monde, une pareille découverte, un fruit aussi diabolique, c'en serait fini de la nation. Eh oui, nous étions au début du siècle et 30 ans après la guerre, la terrible guerre avec l'Allemagne, guerre déclenchée par Napoléon III. Il fallait donc un peuple courageux, un peuple vigoureux, un peuple qui allait à nouveau conquérir l'Alsace et la Lorraine. On décida donc, le jour même, de couper entièrement cet arbre, ainsi que de le déraciner, et ensuite de le brûler. Bien sûr, M. Duchemin avait déjà fait des notes, mais ces notes furent consignées et enfermées à double tour par le gouvernement de l'époque, le ministère de la Guerre, au fort de Vincennes. On pense qu'il existe encore ces documents, mais bon, c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, on ne saura jamais d'où est venu ce fruit, et pourtant, c'était le fruit d'un modeste cactus venu du Mexique et d'une remarquable chercheuse, Marie Curie, femme de Pierre Curie. Voilà, c'en est fini pour ce soir et c'en est fini définitivement. Enfin, du moins, pendant cette saison. Bonne soirée à tous. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.